Bonjour Eva Arès, bonjour Édouard Husson. Édouard, vous êtes historien, directeur de la rédaction du Courrier des stratèges. Hervé, vous êtes expert en communication de crise, breveté de l'école de guerre, ex-officier de l'armée de terre. On va un petit peu contextualiser les relations, les malheureuses relations franco-russes. Il y a à peu près 2 semaines, le décès de Navalny. Les accusations de l'Occident contre la Russie, le président sur tous les plateaux télé. De l'autre côté, donc sur le front, la Russie prend Avdiivka, Macron et Zelensky à Paris signent l'accord entre l'Ukraine, l'Allemagne et la France. Et il y a quelques jours, Emmanuel Macron s'apprête à envoyer les troupes au sol en Ukraine. On va commencer par le côté militaire. Hervé, qu'est-ce qui se passe sur le front? En fait, sur le front en Ukraine, il y a deux grands fronts. Il y a deux théâtres d'opération, un théâtre d'opération terrestre et un théâtre d'opération maritime et qui concerne également la Crimée. Sur le front terrestre, sur le théâtre terrestre, il y a une poussée générale des forces russes qui sont en train de réaligner le front. En fait, il y avait des saillants. Sur ce front, il y a toujours des saillants, Seversky, Advitka, Robotine. Donc ces saillants vont être réduits de manière très probablement à réaligner le front et créer des lignes de débouché. Donc c'est un terme militaire, les lignes de débouché, pour après les élections présidentielles en Russie, et dès que les sols le permettront, peut-être pour chercher à avoir des avancées opératives, dont des avancées qui seront de portée supérieure à tous les combats qui ont lieu actuellement, dans le but peut-être de reconquérir, bon, à mon avis c'est l'objectif à minima des forces russes, reconquérir les oblasts qui ont été annexés. Donc on est sur ce schéma-là de réalignement du front et qui se bâtit à partir de la stratégie d'attrition, parce que le front a été bloqué parce qu'il y avait une hypersurveillance du champ de bataille au plan tactique avec les drones, ce qui fait que toutes les concentrations de force d'un côté comme de l'autre étaient rapidement frappées ou contrées. Si un des adversaires est suffisamment épuisé pour ne plus pouvoir contrer ou frapper ce qu'il voit, en l'occurrence très probablement les forces ukrainiennes, eh bien, ces mouvements opératifs que l'on a vus au début du conflit pourront avoir à nouveau lieu. Et sur le front maritime, enfin le front de la Crimée, c'est là où les forces ukrainiennes peuvent mettre entre guillemets en difficulté la Russie par des frappes sur la Crimée et gêner les sorties de la flotte de la mer Noire à partir des frappes qui sont conduites par les drones navals et également les missiles qui sont en partie fournis par l'Occident, notamment comme les Scalp et les Storm Shadow. Extrêmement bien résumé et présenté. Je dirais juste à propos du front maritime qu'à mon avis, ça va devenir un peu plus difficile pour les Occidentaux maintenant que, grâce au président français, le débat sur l'engagement de troupes occidentales, de soldats de l'OTAN, d'officiers, etc., est mis sur la table, parce qu'on sait très bien que ce sont des conseillers, des militaires britanniques en particulier, qui ont aidé les Ukrainiens dans toute cette guerre navale. La vérité, c'est que tout le monde le sait, les Russes le savent, et c'est un secret de polichinelle quand on est dans les milieux informés. Mais là, c'est posé sur la table. Et donc, ça va devenir beaucoup plus compliqué pour les Occidentaux de continuer à aider. Alors, il y a autre chose, ça, je ne sais pas si ça joue sur le plan maritime, mais en tout cas pour les opérations terrestres, certainement. Visiblement, les Russes, depuis quelques semaines, arrivent à anticiper les informations, les conséquences des informations fournies par Starlink. Ils ont réussi à intercepter un certain nombre de messages, et donc ça devient plus difficile pour les Ukrainiens de pouvoir frapper quand ils ont des informations exactes. Quelles sont les informations sur les pertes en Ukraine et en Russie? Parce que récemment, Zelensky a dit qu'il y avait 30 000 personnes décédées, mais les chiffres sont complètement variés en fonction des sources. Quelles sources, quels sont les chiffres? C'est un sujet en fait qui est important pour les deux belligérants. C'est important évidemment pour l'Ukraine, puisque c'est un sujet qui pose question au sein de la société ukrainienne, qui est en situation de guerre totale, et on voit très bien que le processus de recrutement dans les villes ukrainiennes est rejeté, en grande partie. C'est un sujet également pour la société russe, dans la mesure où le but du président Poutine en ce moment, c'est d'éviter qu'il y ait des réactions sociétales par rapport à des pertes qui seraient trop importantes, et également garder l'assentiment de la population par rapport à la guerre qui est menée en Ukraine. Alors, concernant les sources,
Pour les pertes ukrainiennes, c'est compliqué, puisqu'elles ne sont jamais détaillées. Par contre, il y a quelques informations qui peuvent nous donner des indications. Il y a quelques mois, il y a un opérateur ukrainien qui avait lancé, un opérateur téléphonique ukrainien qui avait lancé un message à tous les héros qui ne répondraient pas, et 400 000 héros n'avaient pas répondu. Donc ça laisse supposer qu'il y avait 400 000 soldats qui n'étaient pas en capacité de répondre, ukrainiens, qu'ils soient morts ou qu'ils soient prisonniers d'ailleurs, en tout cas on est sur cet ordre d'idée. Ensuite il y a un élément quand même qui est assez frappant, c'est lorsque le général Jalouzny à plusieurs reprises a demandé une mobilisation de l'ordre de 400-500 000 personnes. Ça peut donner une idée des pertes ukrainiennes, je ne dis pas uniquement des morts, mais des soldats qui sont dans l'incapacité de revenir au front en fait, parce qu'ils sont gravement blessés ou décédés. Concernant les pertes russes, il y a quand même un média qui est très intéressant à suivre, c'est Mediazona, qui est un média de l'opposition russe qui travaille pour la BBC et qui évalue en gros à 45 000 morts avérés et certifiés, puisqu'ils suivent les réseaux sociaux et tous les avis de décès en Russie, de pertes russes depuis le début de l'opération spéciale. Alors même s'il y a un petit delta, peut-être de 10 000 ou quelques milliers, on est sur un ordre d'idée qui est quand même pas neutre, hein, puisque de mémoire, les 10 ans de guerre en Afghanistan, on était à peu près sur 45 000 morts également. Alors juste un complément pour les pertes ukrainiennes. On a des points de repère. Bon, ce qu'a dit Zelensky, c'est de la propagande, hein. Il faudrait ajouter un zéro. Il a dit 31 000. S'il avait dit 310 000, il aurait été plus proche de la réalité. Pourquoi est-ce qu'on peut s'avancer très prudemment là-dessus? Parce que on avait eu un journal turc qui, en janvier 2023, avait publié des chiffres établis par le Mossad. À l'époque, on était à 150 000 tués du côté ukrainien, d'après cette estimation-là. Et c'est important parce qu'à l'époque, il y avait des fortes pressions sur le gouvernement israélien pour qu'il entre dans la coalition pro-ukrainienne. Et il y avait eu cette fuite précisément pour donner des arguments à ceux qui ne le souhaitaient pas, qui souhaitaient rester à équidistance. Ensuite, on a fait des calculs à partir de différentes données sur la Bakhmout et puis la contre-offensive, qui tendrait à penser que le chiffre a été doublé en termes de nombre de morts. On va peut-être plus loin. Il y a des drones aussi qui ont servi, qui ont fait des photographies des cimetières en Ukraine. À chaque fois, on arrive à un chiffre qui, en termes de tués, serait supérieur à 300 000. C'est gigantesque. Si on se fonde sur les chiffres de Mediazona, ça veut dire qu'il y a un rapport de 1 à 5, 1 à 6. Bon, ça peut correspondre à ce qu'on sait sur le différentiel d'artillerie entre les deux armées, qui est à peu près le même en termes de munitions tirées. Ça correspond aussi au fait, alors il y a une caractéristique des pertes ukrainiennes, c'est qu'il y a un ratio tués-blessés qui ne correspond pas à ce qu'on peut connaître ailleurs. Je me tourne vers le spécialiste, mais souvent on dit pour 3 blessés graves, il y a un tué. C'est sur les champs de bataille modernes. Et là, on est à 1 pour 1,5, d'après la plupart des estimations, ce qui vient d'une grave déficience de l'armée ukrainienne en termes de logistique pour évacuer les blessés du champ de bataille. Voilà, moi, ce que je sais, ce que j'ai compris. En tout cas, c'est dramatique pour l'Ukraine, hein, il faut insister là-dessus. Et je dois dire que je suis quotidiennement révolté par la légèreté des dirigeants européens, sans parler des Américains, qui envoient sur le front des Ukrainiens, des hommes ukrainiens en âge de combattre, dont on sait qu'ils ont peu de chances d'en revenir. Je pense que même les dirigeants de la guerre de 14 avaient plus de scrupules pour envoyer leurs soldats sur le front. Ce sont pas leurs soldats, justement. C'est peut-être ça. Enfin, on nous explique que les... c'est une cause commune et que c'est la démocratie qui est défendue avec notre argent par les soldats ukrainiens. Ayant signé les accords de sécurité avec l'Ukraine, la France devient-elle une partie co-belligérante de ce conflit en Ukraine, de cette guerre? Alors, je commence. De toute façon, ne nous faisons pas d'illusions. Ça fait longtemps
qu'Emmanuel Macron, qui avait au départ semblé tenir une certaine équidistance, et il avait essayé de jouer un rôle de médiation, qu'il a basculé du côté de ceux qui soutiennent l'effort de guerre ukrainien. Et ça, les Russes le savent. Comme en plus Emmanuel Macron a commis une gaffe diplomatique majeure en laissant montrer à la télévision française des images d'un entretien confidentiel qu'il avait eu avec Vladimir Poutine, de toute façon, la France est condamnée soit au silence, soit à essayer de faire de la surenchère avec les autres pays de l'OTAN. Ensuite, on est dans une situation d'une grande hypocrisie. On parle de co-belligérance, on parle de soutien, mais qu'on va maîtriser l'escalade. Tout ça me paraît assez désastreux. Personnellement, j'ai toujours défendu l'idée que les pays de l'Union européenne auraient dû garder une neutralité et être prêts à servir de médiateur. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et la France s'avance effectivement vers une ligne rouge apparente. Moi, je fais partie de ceux qui mesurent certes l'impact terrible des déclarations d'Emmanuel Macron lundi sur envoyer des troupes au sol en termes de prestige pour la France. En revanche, soyons sérieux, soit on rentre dans la logique du chef d'une puissance nucléaire qui menace le chef d'une autre puissance nucléaire. Je ne suis pas sûr que les Russes veuillent entrer là-dedans pour l'instant. Soit on est dans une situation où on fait des déclarations tonitruantes tout en sachant que la France actuellement n'a pas les moyens militaires d'un affrontement. Donc je ne crois pas que ça ira très loin au-delà des déclarations. Quand on regarde le contenu de ces accords bilatéraux qui ont été signés par la Grande-Bretagne, par l'Allemagne, et que d'autres pays européens doivent les signer, c'est une forme de succès d'année par rapport au fait que l'intégration à l'OTAN, l'espoir que l'Ukraine rejoigne l'OTAN a été déçu lors de la dernière réunion de l'OTAN. Et quand on regarde le contenu, on va dire opérationnel de ces accords, il n'apporte rien de plus par rapport à ce qui est déjà fait par la France ou d'autres pays. Je dis bien le contenu. Maintenant, sur le plan de la légalité de ces accords, il y a énormément de questions qui se posent en interne maintenant en France, qui sont discutées, notamment par Jean-Pierre Chevènement, Hubert Védrine, et dernièrement un sénateur qui a posé la question de la constitutionnalité de ces accords, et des accords qui méritent de toute façon un débat au Parlement. Ouais, justement, vous parlez de Jean-Pierre Chevènement. Hier, il a donné une interview au Figaro. Il y a un petit extrait sur son compte Twitter, X. Il faut que notre président se souvienne que la dissuasion ne peut être mise en œuvre que par la défense des intérêts vitaux de la France. Or, disons-le clairement, les intérêts vitaux de la France ne se situent pas en Ukraine. C'est peut-être pour ça partiellement aussi que Macron n'est pas suivi par ses homologues allemands, puisqu'on a l'impression qu'il se trouve tout seul. Est-ce que c'est juste campagne de communication ou c'est vraiment sérieux cette déclaration? Alors oui, je crois que la déclaration de Jean-Pierre Chevènement est intéressante parce qu'elle souligne un point fondamental, c'est que visiblement Macron ne respecte pas les codes de la dissuasion nucléaire. La dissuasion telle que le général de Gaulle l'a pensée, c'est un enjeu de souveraineté, c'est même l'enjeu suprême de souveraineté pour la nation, et c'est une nation qui, éventuellement le dos au mur, envisage le pire pour se défendre, parce qu'elle en a les moyens. Or, Emmanuel Macron, très curieusement, est dans une logique différente. Par exemple, il y a quelques semaines, à l'Académie militaire de Suède, il a réitéré des déclarations qu'il avait déjà faites sur l'extension possible de la dissuasion nucléaire française à l'ensemble de l'Union européenne. Mais est-ce que vraiment, si la Lituanie décide que ses intérêts vitaux sont menacés par la Russie, la France va appuyer sur le bouton nucléaire? C'est la question que pose Chevènement, en fait. Je suis toujours très, très, très partagé parce que d'un côté, je pense qu'Emmanuel Macron est un homme intelligent et qui comprend les enjeux, en tout cas il les a appris, il a été formé. De l'autre, il est dans une espèce de surenchère de communication au sein de l'OTAN, et je dirais pour être celui dont on parle.
Alors, si on finit sur les relations franco-allemandes, euh, il y a beaucoup à dire sur la détérioration des relations franco-allemandes, et ça n'est pas toujours du fait de la France ces 10 dernières années. Hein. Pensons à la manière dont Mme Merkel, sans prévenir les Français, a décidé de sortir unilatéralement de l'industrie nucléaire civile. Ça a beaucoup cassé les relations franco-allemandes depuis une dizaine d'années, c'est un exemple. Mais là, la désinvolture avec laquelle Emmanuel Macron tient sa conférence de presse, visiblement sans avoir informé son principal partenaire, puisque l'Allemagne est, qu'on le veuille ou non, notre principal partenaire, qu'il allait faire une déclaration sur un point qui visiblement ne faisait pas consensus avant et fait encore moins consensus après, c'est pas bien. C'est pas bien parce que ça met de l'huile sur le feu, ça brise la confiance, et puis aujourd'hui, on aurait plutôt intérêt à être un peu solidaire et à élaborer une position européenne commune face aux États-Unis. Et là, ça devient franchement difficile. De fait, en fait, lorsqu'on parle de dissuasion nucléaire, on parle souvent d'intérêts vitaux, mais il y a surtout la notion de sanctuarisation du territoire national. Et à partir du moment où il y a cette notion de sanctuarisation du territoire national, il devient quand même assez inconcevable d'étendre cette sanctuarisation à toute l'Europe. Ensuite, cela veut dire qu'on peut être engagé également par d'autres pays qui, profitant du parapluie nucléaire, pourraient avoir des actions belliqueuses vis-à-vis d'un adversaire et qui, tout simplement auraient une forme d'assurance parce qu'on leur aurait donné cette assurance. Il suffit de regarder de façon de la manière dont les États-Unis manient le parapluie nucléaire qu'ils offrent à l'OTAN. Ils font ça avec énormément de prudence, puisqu'il y a déjà une double clé. Donc, dès qu'on parle d'enjeux nucléaires, on est sur des enjeux qui sont des enjeux vitaux, mais pas au sens d'intérêts vitaux, c'est de vie ou de mort pour des nations. Puisqu'il est évident qu'à partir du moment où on se positionne comme un protecteur, typiquement face à un adversaire nucléaire, quel qu'il soit, eh bien, on est susceptible de recevoir des frappes nucléaires. Donc, c'est pas anodin. Concernant la stratégie dont vient parler Édouard, la stratégie des belligérants actuels, qu'ils soient directs ou indirects, si on peut comprendre la stratégie des États-Unis en s'intéressant à leur géopolitique hein, depuis de nombreuses années, quand on s'intéresse à la géopolitique de la Russie, on comprend ces stratégies hein, propres à ces deux puissances, Russie, États-Unis. Lorsque l'on comprend la volonté des dirigeants actuels ukrainiens de défendre leur territoire, on comprend leur stratégie. Par contre, on est incapable de comprendre la stratégie des Européens et encore moins de la France dans ce conflit, puisqu'ils ne font que suivre benoîtement soit la stratégie des États-Unis, soit celle de l'Ukraine. Il n'y a jamais eu de positionnement de manière à modérer les objectifs de guerre, de manière à simplement demander au président Zelensky ou lui faire comprendre que ces objectifs de guerre qui sont affichés en termes de communication, de retrouver les frontières de 91, sont des objectifs sur le plan stratégique, en termes d'équation stratégique actuellement, qui sont impossibles à atteindre, et qu'à partir de ce moment-là, il devrait redéfinir ses objectifs stratégiques. Juste avant notre interview, j'écoutais le discours de Vladimir Poutine qui s'est adressé à la nation. J'ai noté quelques points que j'ai trouvés intéressants. Bon, il est optimiste par rapport à l'économie russe. Il a d'ailleurs proposé de créer 50 écoles d'ingénieurs en plus, sachant que déjà la Russie produit beaucoup d'ingénieurs. Est-ce qu'il a lu Emmanuel Todd? Oui, c'est ce que je voulais dire, exactement. Beaucoup d'investissements donc, dans les domaines clés, l'industrie russe. Et le plus important, ce qui inquiète peut-être les Européens, qui pensent qu'il va les envahir demain, il met en garde contre tout pays qui menacerait la Russie en disant que les conséquences seront beaucoup plus tragiques, c'est le mot tragique justement en russe, ce qui a été traduit, par rapport au siècle précédent. Ma question est la suivante, est-ce que pour vous, la Russie menace l'Europe? Là, aujourd'hui, est-ce qu'elle menace la France? Non, si je réponds pour moi, non, la Russie ne menace pas la France, au sens où on n'a vu aucune revendication russe concernant la France à propos de la guerre en Ukraine, appelée par les Russes opération militaire spéciale. Si la France était restée en dehors du conflit, même comme belligérant indirect, la France aurait pu jouer un rôle de médiatrice, par exemple,
aurait pu recevoir comme le général de Gaulle avait fait par exemple en 68 pour la guerre du Vietnam, aurait pu recevoir les parties belligérantes, ou encore avant de nous engager trop en 99 sur le Kosovo, enfin à Rambouillet on avait accueilli une conférence de paix qui a mal tourné, mais donc non, on ne voit pas. En plus, nous avions des relations économiques développées avec la Russie. Il y a des relations historiques. Nous devons aux Russes de nous avoir aidé à tenir le front en 1914 pendant qu'eux fixaient une partie de l'armée allemande. Nous leur devons le fait qu'ils ont abattu la puissance militaire nazie. Ils sont les seuls à l'avoir fait. Autant les Américains ont abattu la puissance militaire japonaise, autant la puissance militaire allemande, ce sont les soviétiques qui l'ont fait, et en particulier les Russes. Donc il n'y a vraiment pas de raison. Alors à partir de là, ce qui m'intéresse dans les déclarations de Vladimir Poutine, c'est d'abord l'effet mécanique des menaces d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Emmanuel Macron répète à qui veut l'entendre que la Russie ne doit pas gagner cette guerre, bon, eh ben, c'est normal qu'il y ait une réponse, et cette réponse elle est mécanique, d'autant plus qu'il dit qu'il va envoyer des troupes, enfin qu'il faut se poser la question, il n'a pas dit que la France le ferait, mais qu'il faut se poser la question d'envoyer des troupes au sol, le président français dit ça, et donc de l'autre côté, Vladimir Poutine, alors j'ai pas entendu la déclaration dans le détail, mais je comprends qu'il a tout simplement rappelé que la Russie était une puissance nucléaire, et que toute escalade, qui plus est entre deux puissances nucléaires, c'est ce qui est dit implicitement, peut avoir des conséquences absolument dramatiques ou tragiques. Il y a un point que j'ai vu dans un rapide compte-rendu de ce qu'il avait dit, c'est le fait qu'il a confirmé l'utilisation régulière de missiles Kinjal sur le front. Il a dit que les missiles Zircon avaient été engagés avec succès sur le front, et il a parlé des autres armes de rupture technologique, en particulier hypersoniques. Pour moi, ce message-là est très clair, parce qu'il dit aux Occidentaux, si vous jouiez ce jeu dangereux de l'escalade, en plus, actuellement, rappelez-vous que vous êtes en situation d'infériorité technologique. Et j'ajoute une dimension qui pour moi on discute pas assez, mais qui pour moi est très importante sur les armes de type hypersonique, c'est que leur effet destructeur avec les charges conventionnelles est déjà extrêmement dévastateur. Ce qui veut dire, et ça c'est mon interprétation, mais j'ai pu l'entendre aussi sans doute ailleurs, ça veut dire que les Russes actuellement disposent d'un niveau de prédissuasion, enfin je veux dire, avant la dissuasion nucléaire, ils ont une dissuasion qui est déjà extrêmement efficace et qui n'aurait pas les inconvénients de la radioactivité nucléaire. C'est-à-dire qu'en fait, les Russes sont en mesure de provoquer une destruction massive, et imaginons que Emmanuel Macron ne sache pas s'arrêter dans l'escalade. Je veux dire, un missile hypersonique sur une ville française, il faut 3 à 5 minutes pour qu'il arrive. Donc c'est ça qui est en jeu en fait. Il faut se rendre compte que ce ne sont pas des jeux d'enfants, ce ne sont pas des petits soldats qu'on manie sur une table, c'est pas je te bousille tes jouets. Non, c'est le destin de dizaines de millions de personnes qui est en jeu. Alors, au niveau de la conflictualité internationale, il y a 3 niveaux en fait. Il y a la compétition, la confrontation et l'affrontement direct. Il n'y a pas de compétition entre la France et la Russie. On est passé, du fait des positionnements géopolitiques, celui de la France qui était historiquement plutôt une position à part, d'arbitre, on s'est engagé aux côtés des États-Unis et des alliés européens, très directement en faveur et en appui donc des forces ukrainiennes, ce qui fait qu'on a perdu ce niveau de recul et d'arbitrage qu'on en avait historiquement. Ce qui fait qu'on est rentré en confrontation donc avec la Russie, pas sur le plan militaire, mais sur d'autres champs. On est rentré en confrontation avec la Russie sur le plan informationnel, donc sur le plan de l'influence, sur le plan de la guerre de l'information. On est rentré en confrontation avec la Russie par effet d'opportunité sur des théâtres ou des pays sur lesquels, notamment en Afrique, on avait historiquement une primauté. Ce qui fait que par souvent notre affaiblissement diplomatique dans ces pays-là, la Russie en a profité, mais elle n'a pas été la seule à en profiter. Les États-Unis aussi en profitent. De toute façon, dès qu'on est dans un système de confrontation,
au niveau international, il n'y a pas que la Russie, si on est affaibli par rapport à des, entre guillemets, des parts de marché que l'on avait, qui va en profiter. Les États-Unis en profitent en Afrique, la Turquie également, et également d'autres pays. Donc ce système de confrontation, il est patent maintenant. Hein. Est-ce qu'on risque d'aller plus loin vers un affrontement militaire? Moi, j'y crois assez peu, puisque je pense que vraiment les États-Unis, qui sont à la poignée d'éventail de tout ce qui se passe, et on est vraiment sur un affrontement de puissance en Ukraine entre les États-Unis et la Russie, vont tout faire pour éviter qu'il y ait une bascule vers un affrontement dans lequel ils seraient, par effet d'alliance et de l'OTAN, engagés directement. Est-ce que vous avez attendu ce que se passe dans la Transnistrie aujourd'hui, justement, les dernières déclarations par rapport à... Est-ce que Alors, ça peut justement... moi, j'ai entendu que les autorités de Transnistrie avaient demandé un soutien à la Russie, mais je ne sais pas si c'est le plus actuel. J'ai cru comprendre que si, c'est justement d'où provient ma question. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ça? Sur le plan opérationnel, il y a à peu près 1500 troupes russes hein, qui sont en Transnistrie et qui sont vraiment isolées. Je n'ose même pas imaginer dans quel état logistique ils doivent se trouver en ce moment, hein, sur le plan du soutien général, hein, que ce soit entre l'armement, les munitions et même la vie quotidienne, parce qu'ils sont complètement coupés en fait. Hein. Comment ce soutien peut être assuré par la Russie, surtout qu'elle est engagée sur le front terrestre, que le front maritime quand même est assez compliqué, hein, puisqu'il y a quand même un front maritime, notamment côtier, qui est disputé hein, par les drones navals ukrainiens. Donc j'ai du mal à voir comment il pourrait y avoir un appui aux séparatistes en Transnistrie de la part de la Russie. Je dis bien un appui militaire, en l'état. Moi, c'est pas la première fois depuis que la guerre a éclaté que ça s'est mentionné, qu'on parle de crise. Il y a un moment où c'était l'Ukraine qui menaçait ouvertement de s'en prendre aux 1500 soldats russes en Transnistrie. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que les uns et les autres prennent position. Il y a un enjeu. Si la dynamique de la guerre continue comme actuellement, va se poser la question effectivement pour l'armée russe d'aller jusqu'à Odessa et même d'aller la question du contrôle de la côte et la question aussi que la Transnistrie ne soit plus isolée. C'est ce qui va se passer. Et d'une certaine manière, actuellement, parce que je continue à penser que la diplomatie russe est prudente et que les acquisitions territoriales seront peut-être plus limitées que ce que certains s'imaginent, je pense que ce n'est pas l'intérêt des Ukrainiens de lancer une crise maintenant, parce que, alors là, pour le coup, ils seraient sûrs qu'au-delà d'Odessa, l'armée russe irait jusqu'en Transnistrie et s'installerait complètement sur l'ensemble de la côte. Ce n'est pas l'intérêt de l'Ukraine de perdre tout accès à la côte. Puisque la notion de paix, le mot paix est presque devenu tabou, j'aimerais bien revenir à ce que disait David Arakamian, qui était en charge des négociations de paix du côté ukrainien à Istanbul. Il a confirmé que les Russes demandaient la neutralité de l'Ukraine. Et c'était donc cet extrait circule sur X où il dit exactement il y avait d'autres points, mais le point clé c'était la neutralité. Ils étaient prêts à négocier réellement en ce moment-là. Et d'ailleurs, si vous avez regardé, je pense que vous avez regardé la dernière interview de Tucker Carlson, de Poutine, il laissait cette porte ouverte, il y a 3 semaines, il y a 4 semaines, à la négociation. Comment arriver à la négociation? Alors, si on revient d'abord sur ce qui s'est passé au moment des négociations d'Istanbul, moi, je vais donner une interprétation qui est très personnelle des débuts de la guerre, qui n'est pas celle qu'on donne actuellement. Moi, j'ai toujours pensé, en m'appuyant sur certaines analyses militaires, en particulier celle de Scott Ritter, que les Russes avaient fait plus une feinte vers Kiev que véritablement ils avaient voulu prendre la ville. Ils étaient à 1 contre 3, ça n'aurait pas été sérieux d'essayer de la prendre comme ça. C'était pour faire pression sur les Ukrainiens, et si on regarde bien ce qui se passe à l'époque, il y a effectivement beaucoup de brouhaha, on nous montre sur les réseaux sociaux du matériel russe détruit. En fait, on voit malgré tout que les négociations commencent très vite. Il y a des négociations avant même la mi-mars, avant même celle d'Istanbul. Il y a des rencontres entre une délégation russe et une délégation ukrainienne, et il y a une volonté vraisemblablement au départ d'une partie de la direction ukrainienne de négocier avec les Russes. Et par ailleurs, on est étonné quand on regarde le contenu
de ce qui a été discuté à Istanbul, de voir qu'il n'y avait pas de demande d'acquisition territoriale massive de la part des Russes. C'était effectivement, la Russie exigeait la neutralité, l'engagement à ne pas être dans l'OTAN. C'était ça qui était premier. Je pense d'ailleurs qu'Emmanuel Macron s'est coupé ces derniers jours, lorsqu'il a répété plusieurs fois la Russie s'imaginait qu'elle allait gagner la guerre en 3 semaines. En fait, ce qu'on n'a pas compris à l'époque à cause de l'hystérie médiatique, c'est que la Russie a failli arriver à ses fins en 3 semaines, c'est-à-dire que les Ukrainiens étaient prêts à négocier. Ils étaient même tellement désireux de négocier que moi je sais par une source directe qu'ils avaient demandé à Gerhard Schröder, l'ancien chancelier allemand, de sonder Vladimir Poutine pour expliciter le contenu de l'accord dont nous parlons, ce que voulait dire la neutralité, etc. Ce qui a été fait d'ailleurs. Schröder a rencontré Poutine et, d'après ce que j'ai compris, Schröder était même pas loin d'Istanbul au moment de la négociation. C'est très intéressant. Et lorsque Macron dit il voulait gagner en 3 semaines, ils n'ont pas réussi, la guerre aurait pu se finir au bout d'un mois. C'est ça qui est terrible. Et on sait aujourd'hui, alors on dit c'est Boris Johnson qui a convaincu les Ukrainiens de ne pas signer. Il n'a jamais dit non. Il n'a jamais nié ce qu'on lui prêtait. Je crois que c'était un climat plus général. Et puis alors, il ne faut pas oublier d'autre part que la direction ukrainienne était très divisée et que les durs ne voulaient pas de cet accord de paix. Donc de toute façon, et puis alors bon, ce qui a mis finalement définitivement le papier d'Istanbul à la corbeille, ce sont les informations sur Boutcha. Je ne me prononce pas sur l'origine du massacre, mais toujours est-il que ça rendait impossible tout accord. Oui, alors ça c'est l'histoire passée, mais comment imaginer peut-être une sortie du conflit en l'état? En l'état, on est plutôt sur une solution entre guillemets militaire, hein, puisque Nous sommes dans la situation de crise et vous êtes expert. oui, Dites-nous. justement, donc on est plutôt sur une solution militaire qui, sur l'année 2024, risque d'être plutôt à la faveur des Russes, puisque l'armée ukrainienne est en situation extrêmement difficile sur le plan de ses moyens, de ses munitions, mais surtout de ses effectifs. Et là, c'est vraiment son centre de gravité majeur qui est le plus, oui, en difficulté, qui est le plus attaqué en fait par la stratégie d'attrition russe. Alors, comment imaginer cette année 2024 si jamais les Russes réussissent à faire des avancées de terrain assez importantes? Il y a, comme le disait Édouard, un point qui est très important, c'est la ville d'Odessa. La ville d'Odessa, c'est une ville qui historiquement est une ville russe, mais qui est également une ville qui est très importante pour l'État ukrainien, parce qu'on ne peut pas imaginer un État ukrainien sans avoir accès avec un port en eau profonde comme celui de la ville d'Odessa. Donc je pense que cette ville-là va être au cœur éventuellement des négociations futures si jamais la suprématie actuelle qui se montre hein, sur le front de la part des forces russes se confirme et qu'ils avancent. Vous parlez, vous parlez des médias, de cet effet dévastateur, je dirais, de quelques médias qui sont hystériques, les médias mainstream, puisque tous les jours, on lit que les Russes vous menacent et vont vous envahir, ils sont partout, ils ont saboté leur gazoduc. Bon, bah, ça c'est une autre histoire, mais c'est toujours dans le même rhétorique. Ils sont dans vos ordinateurs, il y a donc la guerre d'information. Est-ce qu'ils arrivent à manipuler vraiment l'opinion publique en France? Puisque là, je reçois énormément de commentaires en disant, mais non, on fait la part des choses. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent énormément pour ce qui se passe. Ils ne sont pas tous va-t-en-guerre. Ils sont étonnés comment on arrive à cette espèce, à ce niveau de manipulation, en quelque sorte, de l'opinion publique hors norme. Alors, il faut suivre les sondages que fait régulièrement un think tank, un institut qui n'est pas suspect de russophilie, qui est le European Council, c'est le CFR Foreign Relations, c'est une imitation du CFR américain, le ECFR, qui est basé à Bruxelles. Et ils font régulièrement des sondages de l'opinion européenne. Ils prennent une bonne dizaine de pays, dont la France, l'Allemagne, l'Italie en particulier, et ils interrogent sur la perception de la guerre, la vision que les citoyens des différents pays européens ont
de cette guerre. Et alors, si je me réfère au dernier que j'ai lu, qui est celui du mois de janvier, qui était donc avant l'interview donnée par Poutine à Tucker Carlson, avant les commentaires récents de Macron et autres, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que la moyenne européenne, c'est qu'il n'y a que 10% des Européens qui croient que l'Ukraine va gagner la guerre. C'est très très peu par rapport au récit officiel. Il y a un bon tiers qui dit on ne sait pas, et il y a un autre tiers qui dit ça va se finir par une négociation entre les Russes et les Ukrainiens, il y aura un compromis. Le reste sont ceux qui pensent que la Russie va gagner la guerre. Bon. Alors, c'est intéressant en fait de voir ça, parce que ça montre d'abord une grande imperméabilité au discours médiatique dominant dont nous parlions, et puis surtout ça révèle le décalage très puissant entre les dirigeants et leur population. C'est-à-dire que la perception de la guerre n'est pas du tout celle qui est discutée ou celle que, par exemple, Emmanuel Macron a portée aussi bien à la sortie du Salon de l'Agriculture qu'à la sortie de la conférence de soutien à l'Ukraine. Et là, on a un vrai sujet, effectivement, qui est aussi pour l'avenir de nos démocraties. Comment se fait-il que la position majoritaire n'est pas respectée par nos dirigeants qui développent un discours qui peut être orthogonal par rapport à ce que les gens pensent et perçoivent. Alors maintenant, je pense que les gens, depuis, c'est très paradoxal, hein, depuis la période du Covid, la plupart des gens se méfient énormément en fait, des grands médias. Et il y a plein de médias alternatifs qui se sont développés, notamment dans ce qu'on appelle l'infosphère, et que les gens maintenant, bien sûr, ils vont écouter les chaînes LCI, BFM, CNews ou d'autres chaînes, mais ils vont aller chercher une information alternative dans des médias alternatifs, des chaînes de télé alternatives, des blogueurs. Les gens cherchent à s'informer, hein, et je pense que la plupart des gens sont capables, comme le disait très bien Édouard, de faire la part des choses et de se faire eux-mêmes leur propre opinion, et d'une certaine manière avec beaucoup de bon sens. Hein, et ce bon sens qui, paradoxalement, et c'est dommage, manque parfois aux dirigeants lorsqu'ils s'expriment. Et un petit mot de conclusion pour nos auditeurs qui s'inquiètent énormément, qui appellent le dialogue franco-russe, puisqu'ils savent très bien que nous sommes là pour justement consolider nos efforts pour la paix, pour le dialogue entre nos pays. Que pourriez-vous dire à ces gens-là? Moi, je dirais d'abord pas de panique. Il y a un discours officiel, politique, il y a un discours médiatique qui est très angoissant. Ce discours, en même temps, la radicalisation de ce discours s'explique par le fait que nos dirigeants sont dans une impasse. Ils se sont jetés à corps perdu dans une confrontation même indirecte avec la Russie. Ils ont perdu des accords énergiques fructueux, l'économie va mal, et on ne voit pas d'issue. Et surtout, le discours tenu pendant 2 ans va être contredit, au moins en partie, par les faits. C'est-à-dire que ce n'est pas l'Ukraine qui va gagner la guerre triomphalement, comme on nous l'avait annoncé. Donc il y a une espèce de compensation, et il y a la volonté de se radicaliser, en tout cas chez beaucoup. Mais moi, le conseil que je donnerais, c'est gardons notre sang-froid, ne soyons pas dupes, envoyons des messages, que ce soit à l'occasion des élections européennes, mais aussi sur les forums de discussion ou en s'abonnant à des nouveaux médias. C'est un moyen pour moi de faire la publicité du Courrier des stratèges. Gardons le sang-froid et ramenons nos politiques aux problèmes intérieurs, parce qu'il y a beaucoup de problèmes intérieurs et il ne faudrait pas que l'agitation anti-russe essaye de les dissimuler. Je pense qu'on est confronté à une hypercommunication, en fait, dans laquelle va se concrétiser ou se mélanger différents enjeux, des enjeux de politique internationale sur lesquels certains dirigeants se sont trop avancés, hein, notamment lorsqu'on parle de soutien inconditionnel, que ce soit vis-à-vis de l'Ukraine ou même vis-à-vis d'Israël. C'est difficile après, de manière tenable, hein, puisque soutien inconditionnel, on se verrouille d'une certaine manière, mais par contre on l'a dit. Une fois qu'on l'a dit, c'est difficile de faire marche arrière. Donc il y a cet aspect d'hypercommunication non maîtrisée, en fait, hein, non maîtrisée, au plan international, et également des enjeux sur le plan intérieur qui viennent en
conjonction ou parfois même en confrontation avec des agents internationaux. Il ne faut pas se leurrer actuellement. Lorsqu'on écoute les discours, notamment du parti gouvernemental, pour stigmatiser certains courants d'opposition, que ce soit à droite ou à gauche, on est typiquement vers une projection vers les élections européennes, et donc on utilise des enjeux internationaux, ce qui est quand même assez irresponsable d'une certaine manière, et des enjeux qui sont quand même importants dans un but de politique intérieure. Donc il faut savoir raison garder, et puis toujours se rappeler que derrière toute cette communication des hommes politiques, il y a des gens qui sont quand même très responsables. Derrière tout ça, c'est quand même les militaires, et qui en général savent ce qu'ils font, et qui planifient, et qui savent très bien l'effet des armes pour lesquelles ils ont été entraînés. Donc ne jamais oublier ça. Merci beaucoup pour ce dialogue. N'oubliez pas de suivre Hervé Carrez sur X, Édouard Husson sur les courriers stratèges et également sur X. Et n'oubliez jamais le dialogue franco-russe, nous dépendons de vos dons, de vos contributions. On est là parce que vous avez besoin de nous. Merci.